voilà, qui est une association qui accompagne depuis 2013 la transition agricole sur le territoire national. Et aujourd'hui, je vais être accompagnée donc d'Édouard et de Valentin, qui sont deux producteurs installés et qui ont tous les deux mis en place sur la ferme ou repris une ferme avec un verger maraîcher. Donc, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle. Qui? Je te laisse commencer, Valentin? Edouard. Ah, non, mais vas-y, Valentin, vas-y. Très bien, bonjour à tous. Donc moi c'est Valentin. Donc j'étais comptable de base de formation, donc c'est une reconversion. Donc j'ai suivi un BPREA, j'ai fait du roofing aussi sur beaucoup de fermes. Et puis en mai 2022, eh ben, je suis arrivé au Jardin de Demain en tant que salarié. Puis je suis resté et maintenant depuis le 1er juillet 2024, je me suis associé au Jardin de Demain. Donc voilà, donc on est trois associés maintenant. Et c'est un jardin qui a été créé en 2017 par Guillaume Aléwin, qui a quitté maintenant le jardin et qui est passé de l'autre côté de la route pour reprendre la ferme laitière de ses parents. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en grande partie ce que Guillaume a mis en place depuis 2017, et puisque nous, on va essayer de continuer. Voilà. Merci Valentin. Et alors, du coup, moi, Édouard Stalin, avec ma compagne Louise Desfontaines, donc nous, ça s'appelle la ferme des Ruffaux. On est en Normandie, mais du coup, bah, beaucoup plus loin que Valentin. On est dans le nord de la Normandie, entre Rouen et Le Havre. Moi, ça fait maintenant 14 ans que je suis installé, donc sur un verger maraîcher, installé depuis le début, en partant d'un champ de blé à la base. Donc des arbres fruitiers, des rangs de petits fruits sur les arbres fruitiers et des légumes en dessous. On fait partie, comme Valentin et Guillaume, bah, de maraîchage sur sol vivant. Et de ferme d'avenir, nous, on en fait partie depuis le début que ça existe au niveau du compagnonnage. Et donc, c'est avec le plus grand des plaisirs qu'on va répondre à toutes vos questions. Merci à vous deux. Pour rappel, pour les questions pour les nouveaux arrivants là, qui viennent de se connecter, vous pouvez les déposer au fur et à mesure dans le chat, dans la petite bulle conversation qui se trouve dans la barre tout en haut du lien de visioconférence. Alors, première question, vu que vous êtes tous les deux sur une ferme avec un système en verger maraîcher plus ou moins ancien installé, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un aperçu de ce que ça représente aujourd'hui le système du verger maraîcher dans votre région et les modèles ou les personnes qui ont pu vous inspirer avant de continuer à le faire perdurer ou de le mettre en place ex nihilo? Ouais, alors moi, je vais parler Qui veut du... commence? Allez, je commence. Je vais parler donc Ah, du Valentin, t'as plus jardin. de son, on t'entend plus. Ah, pourtant, Ah, si, moi, j'entends. Ah oui. ah ouais, Si, si, moi, je t'entends. ok. Est-ce que les autres, ils peuvent mettre un pouce si vous m'entendez? Ok, ça a l'air d'aller. Ok. Donc oui, donc au jardin, donc le choix qui a été fait par Guillaume en 2017. Donc déjà, Guillaume a commencé par planter des arbres avant de faire pousser des légumes. Donc ça, c'est un choix qui est peu commun. Et donc, les arbres qui ont été plantés au début, ça a été principalement des arbres bastiges avec des porte-greffes dits ninifiants. Donc, c'est des arbres qui dépassent pas les 2,50 m, 3 mètres. Et avec un espacement entre les arbres de 24 mètres. On en parlera tout à l'heure, mais donc moi je suis en Normandie. La luminosité, on la cherche encore. Donc voilà, des fois il peut y avoir des questions de faire de l'ombre ou pas. Pour le coup, nous, le choix c'est quand même d'avoir la lumière qui continue de rentrer dans le jardin et pour faire des légumes. Et donc les fruitiers, ça a été principalement pommes poires. Et puis après, voilà, on a quelques cerisiers. Puis sur les années qu'on suivit, on a un petit peu diversifié.
Donc voilà, un petit peu pour le jardin. Et après, en termes de gens qui nous ont inspirés ou de gens qui sont présents en Normandie, il y a Mathieu Philibert qui est au Jardin des Marais. Et donc, il est situé pas très loin de Caen. Et puis Mathieu a des arbres avec donc des arbres en palmettes, donc des arbres aussi très petits, et puis il a aussi du haut de tige. Donc il a vraiment un système qui est assez diversifié, beaucoup plus que nous. Et puis en autre maraîcher qui fait aussi du fruitier, alors il n'est pas en Normandie, mais il est plus au sud, c'est Laurent Welch. Donc Laurent Welch a un système aussi qui est en place depuis des années, système que j'ai eu la chance de voir en 2020, 2021. Et donc voilà, c'est encore un autre système, c'est un système avec des arbres plus vieux, un système où les arbres commence à prendre de plus, même commence sérieusement à prendre de plus en plus de place sur le légume, et donc avec un système qui, sur certaines zones, qui se referme. Donc un système où ça devient, il a eu des zones compliquées pour faire pousser du légume. Donc voilà un petit peu pour les inspirations et ce qu'on fait nous au jardin. Merci à toi. Et pour toi, Edouard? Eh ben, du coup, moi aussi, hein, j'ai implanté les arbres avant les légumes, mais en pensant les légumes en dessous. Alors, autre opportunité, hein, c'est comme ça dans la vie. Moi, je suis tombé sur un pépiniériste à la retraite, en fait, qui m'a proposé plus de 200 arbres fruitiers à 3 euros l'arbre, donc des hautes tiges. Du coup, en gros, et en fait, j'en avais pour 600 balles. Du coup, des variétés anciennes de la Haute-Normandie. Alors voilà, hein, c'est des opportunités, hein, ça arrive pas toujours dans la vie, quoi. Mais du coup, moi, j'y suis allé. Et en gros, dans les systèmes pré-vergers, si vous voyez ce que c'est un peu l'image d'Épinal de la Normandie, hein, un verger avec des animaux en dessous. En fait, on dit que c'est 100 arbres à l'hectare. Moi, j'avais obtenu une parcelle de 2 hectares de céréales avec la SAFER. Et du coup, ayant récupéré 200 arbres, je me suis dit, bon, je vais mettre 200 arbres sur les 2 hectares. Donc, j'aurais dû les mettre tous les 10 mètres, inter-rang et sur le rang. Et pour pouvoir placer tout le monde, placer des chemins, placer des haies, moi, je les ai mis tous les 8 mètres. Mon inspiration, d'où est-ce qu'elle vient? En fait, elle vient que lorsque j'avais entre 10 et 14 ans, dans notre coin là, donc là où je suis, il y a la vallée de la Seine, qui est une vallée très fruitière. Et en fait, j'avais vu dans une cour de ferme des arbres fruitiers, avec sur les rangs des arbres fruitiers des framboisiers, et ils cultivaient des patates en dessous. Donc ça existait déjà, parce que cette ferme était vraiment archi vieille, et ça existait déjà. Et moi, je venais de la pépinière. Alors, quand je dis que je venais de la pépinière, c'est très vieux, hein, mais enfin, c'est il y a 20 ans. J'avais fait des études de pépiniériste, j'avais fait ça en alternance. Et donc, je voulais absolument intégrer des arbres avec des légumes. Donc, nous, on est sur des systèmes haute tige, sur des pommiers essentiellement et quelques poiriers, des variétés francs, gros système racinaire, donc du coup, beaucoup de branches aussi qui partent en haut. Des variétés anciennes, avec aussi, on pourra en discuter, hein, des plus et des moins, de la rusticité, mais de la chute. Et sur la représentativité, on va dire, territoriale au niveau des vergers maraîchers, on a des gens qui sont passés par la ferme, qui ont installé aussi des arbres dans leur système, plus ou moins près, plus ou moins loin, parce que nous, je le rappelle, hein, ils sont tous les 8 mètres sur le rang et inter-rang. Dans notre contexte pédoclimatique, avec le sol qu'on a, le climat qu'on a, ça se passe à merveille, mais c'est une des prochaines questions au quotidien sur la ferme. Quelle est la différence? Euh, Tout ça se porte à merveille, mais ça demande du taf, ça demande de l'entretien et de la taille. Et après, sinon, en gros, sur les gens qu'on accompagne et qu'on reçoit, là, les compagnons aussi avec le réseau Ferme d'Avenir, en fait, la quasi-totalité des gens, à chaque fois, veulent s'installer, en tout cas en maraîchage, sur des systèmes vergers maraîchers. Et après, on fait partie d'un réseau avec François Warlop et André Ziffert, où dans le sud de la France, il y a vraiment énormément de gens qui partent sur les vergers maraîchers pour des questions de vent et aussi de soleil. Voilà. Merci Edouard. Et donc, comme tu avais déjà rebondi sur la deuxième question, pour vous deux, c'est quoi aujourd'hui qui vous semble important dès le départ pour mettre en place un verger maraîcher et en faire une activité de diversification qui soit viable
et pérenne sur la ferme, sans gêner de légumes pour les questions de luminosité que tu évoquais, Valentin. Voilà, selon vous, ça serait quoi si vous deviez le définir en trois grands points, ou plus, s'il y en a? Euh, Moi, je dirais il faut faire attention aussi au dimensionnement. C'est-à-dire que c'est toujours quand on est maraîcher, quand on fait un verger maraîcher, d'un point de vue commercialisation, c'est quand même le légume qui fait venir les gens. Et donc, il faut faire attention aussi que l'arbre, alors après, ça dépend aussi de sa commercialisation, c'est quand même un ensemble à penser, mais vraiment cet aspect dimensionnement et peut-être ne pas planter non plus trop d'arbres, quoi. On le voit au jardin, il y a donc des arbres qui sont plantés depuis 2017, et pour autant, on n'arrive pas à valoriser toutes les pommes, notamment qu'on a. On a peut-être un peu trop de pommiers, alors que là maintenant, on est à 9 ans, on a quand même une commercialisation qui roule et on arrive quand même à vendre de la quantité, mais pour autant, on perd quand même de la pomme. Donc, il y a cet aspect de dimensionnement qui est important. Euh, il y a aussi un aspect sur le choix, donc effectivement, des variétés et des porte-greffes. Euh, le choix des porte-greffes, je vais y revenir un peu plus longuement parce que Édouard, effectivement, a des hautes tiges avec des gros systèmes racinaires. Les arbres qu'on a, nous, au jardin, donc c'est du nidifiant, c'est des arbres qui ont des petits systèmes racinaires. Et pour le coup, qui ont besoin... Oh, est-ce que vous m'entendez? Mhm. Oui, on t'entend, Valentin. Ok. Et donc, c'est des arbres qui ont besoin d'être tutorés. Nous, les arbres, voilà, donc il y a des fils et puis les arbres sont attachés avec. C'est ce qui permet de les maintenir. Et c'est ce qui nous permet aussi à nous de faire du légume, allez, même après 9 ans de maraîchage, à 1,50 m des arbres. Cette année, on a réussi à faire de la salade à 1,50 m des arbres et ça a bien marché. Je ne sais pas si Edouard, il fait Si, du si. légume à 1,50 m des arbres. Ouais, ouais, si, si. Si, et ça fonctionne quand même? Ouais. Ok. Et est-ce que tu as passé un outil de travail du sol? Eh ben, nous, on utilise un petit vibroculteur Ouais, et en fait, on griffe un peu comme une grelinette, mais en fait, on vient griffer à chaque fois pour que justement d'accord. les racines descendent et elles peuvent descendre parce que le sol est très profond aussi chez nous. Voilà. Et donc, il y a ce côté de choix des porte-greffes avec des systèmes racinaires qui peuvent être plus ou moins traçants. Et sinon, bah, effectivement, il y a la technique d'Edouard de travailler un peu le sol pour forcer l'arbre à descendre ses racines. Et puis, il y a aussi un point de vigilance à faire attention aux variétés. Donc, ça peut être un choix pour bien étaler les fruits qui arrivent. Voilà, ne pas avoir peut-être trois, quatre variétés qui donnent au même moment. Si on est en vente directe, à un moment donné, là, on est aussi limité d'un point de vue commercialisation. Donc, et couler des centaines de kilos de pommes, par exemple, d'un coup, pour nous, c'est compliqué. Donc, on a 5 variétés de pommes qui arrivent de mi-août, et puis les dernières de conservation qui sont jusqu'au mois de novembre. Et donc, comme ça, on arrive un petit peu à fractionner. Mais on en perd toujours, et encore plus comme une année avec une abondance comme cette année. Donc ça, je dirais que c'est les points à faire attention pour la création d'un verger maraîcher. Ah, en fait, Merci, c'est Valentin. génial. Non, mais c'est génial. En fait, on va dire à peu près la même chose avec quelques petites différences, mais ouais, le choix variétal est hyper important. Et surtout, il est hyper important. Et moi, c'est un truc que je ne cesse de répéter, mais je suis pas le seul, hein, donc tant mieux, hein. Ça veut dire que on est plusieurs à avoir un peu la même idée. Le contexte pédoclimatique. Prenez des variétés adaptées à chez vous, adaptées à votre sol, à la profondeur de votre sol, adaptées à votre climat et tout, quoi. Ensuite, et comme l'a très bien dit Valentin, prenez des variétés adaptées à votre choix de commercialisation. C'est vrai que tout le monde appelle ça des vergers maraîchers. On devrait plutôt appeler ça, en tout cas chez nous, et donc j'ai l'impression que chez Valentin, et c'est lui qui corrobora ou pas, on est plutôt des maraîchers vergers. Exactement. Parce qu'en fait, on mise tout sur le légume. C'est vraiment ce qui nous fait vivre.
en grande partie. Nous, on produit à peu près 10 tonnes de pommes à l'année. On les vend 3,50 € au détail, mais en fait, au final, sur les 10 tonnes de pommes qu'on a, on en passe les 2 tiers, voire les 3 quarts en jus de pomme. Donc, en fait, on ne récupère pas 3,50 € du kilo, puisqu'en fait, il y a des frais de transformation et ainsi de suite. Par contre, ça nous permet d'échelonner la commercialisation. Euh, L'ergonomie, pensez à l'ergonomie, sincèrement, parce que, alors la petite phrase, vous allez voir, j'ai des petites phrases toutes faites comme ça, mais on me les a offertes, c'est qui veut voyager loin ménage sa monture. Moi, à mes débuts, donc il y a 14 ans maintenant, je voulais pas de tracteur. Bon, ben, aujourd'hui, on en a deux, voilà. Dont un deuxième, donc les deux ont à peu près la même puissance, sauf qu'il y en a un deuxième qui est plus récent. Ils sont, on dit enjambés pareil, donc en fait, ils peuvent passer exactement pareil au-dessus des planches. Ils ont les roues de devant et les roues de derrière pareil, identiques. Sauf que le deuxième, il a une fourche vraiment articulée avec des pales, parce qu'en fait, quand on ramasse, c'est à peu près 7 à 10 tonnes de pommes, on a des palox, donc des grandes boîtes en bois, là, qui pèsent 50 kilos à vide, mais qui pèsent à peu près 400 kilos plein. Et en fait, pour de l'ergonomie, il faut pouvoir les déplacer. Donc, on arrive, nous, à articuler ça avec les légumes, ensuite avec des engrais verts, on arrive à passer et tout, quoi. Mais il faut vraiment prendre en compte euh, toutes ces choses-là. Euh, Après, vous allez créer des milieux, donc vous allez diversifier quelque chose. Parce qu'en fait, on va rajouter des arbres dans un système. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, on a simplifié l'agriculture depuis plus de 50 ans maintenant, même depuis 75 ans, on a simplifié l'agriculture. Euh, Après, on l'a fragilisée. Là, vous allez diversifier, vous allez la rendre durable. Par contre, vous allez la complexifier. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut prendre en compte l'ergonomie, comment vous allez pouvoir récolter, comment vous allez pouvoir soigner. Alors, si vous prenez aussi des bastiges, comme l'a très bien dit Valentin, logiquement, les bastiges, alors peut-être ça dépend aussi du contexte pédoclimatique et du choix variétal, mais souvent, ça peut être aussi des variétés qui demandent des fois un peu plus de soins parce qu'elles peuvent être parfois un peu plus fragiles. Nous, on est sur des variétés anciennes, des variétés rustiques, des systèmes racinaires très profonds, là, des francs. Ok, donc c'est plus rustique et ainsi de suite. Par contre, on peut pas tout avoir. Nous, on a énormément de chutes. On a ce qu'on appelle l'alternance, qui peut être gérée par de la taille, et après, on a de la chute, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de fruits aussi qui tombent. Et comme l'a très bien dit Valentin, cette année, il y avait énormément de fruits. Eh ben, nous, il y a quand même à chaque fois au moins un tiers, peut-être pas un tiers, un quart, un tiers par arbre qui tombe au sol. Parce que les variétés anciennes, en fait, elles ont ça, elles ont la chute, elles s'éclaircissent eux-mêmes. Donc, on n'arrive pas forcément à tout récolter. Donc après, c'est à vous de faire des choix. Est-ce que vous voulez vendre vraiment de la pomme à couteau, parfaite et tout, et ainsi de suite? Dans ces cas-là, il faut pouvoir les cueillir à portée de main, donc plutôt des basses-tiges, des demi-tiges. Ou nous, par exemple, les hautes tiges, hein, l'opportunité qu'on a eue, mais du coup, en fait, au final, nous, on secoue, on grimpe dans les arbres, on secoue, on fait tout tomber, et en fait, on passe quasiment l'essentiel en jus de pomme ou en compote. Voyez-vous, c'est des choix. Euh, Qu'est-ce qui vous semble important dès le départ pour mettre en place votre verger maraîcher, son activité de diversification viable et pérenne sur la ferme? Euh, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Et après, je pense que la troisième question, elle découle. Donc, Ouais, peut-être. Est-ce que tu peux, merci en tout cas à toi, est-ce que tu peux préciser ce que c'est le porc-franc? Parce que tu l'as dit rapidement, ah, pardon. En fait, mais c'est l'expliquer. en fait un système, un franc, en fait un arbre franc là, donc Franc. C'est une variété rustique qui vient vraiment d'un pépin. Et ça vous fait des systèmes racinaires vraiment extrêmement puissants. Et en fait, tout ce qu'il va y avoir en extérieur dépend de ce qu'il y a en intérieur, en souterrain dans le sol. C'est-à-dire que si vous avez une variété franc avec un gros système racinaire vraiment puissant et qui va pouvoir prospecter s'il le peut, si le sol est profond et ainsi de suite, vous allez forcément avoir de la pousse en haut. Donc, il va forcément y avoir des points à prendre en compte au niveau de la taille. Nous, on taille tous les ans. Et d'ailleurs, pour des raisons de logistique, en fait, on délègue la taille à un tailleur professionnel. Et d'ailleurs, dernièrement, on a aussi acheté un broyeur pour les engrais verts, ainsi de suite. Un broyeur, on appelle ça un marteau, là, qui est derrière notre tracteur. Mais en fait, qui peut broyer les branches de taille jusqu'à 5 centimètres. Parce qu'en fait, il va y avoir tout ça aussi. Mais après, on va parler aussi de tout ce que ça amène aussi en positif. Parce qu'en fait, c'est énorme, tout ce que ça amène en positif. Merci Est-ce que Edouard. c'est clair?
Ouais, je pense que c'est beaucoup plus clair. Au moins, comme ça, c'est détaillé. Et pour faire le pendant, du coup, des porcs francs, Valentin, sur la ferme, vous êtes sur des bastis nanifiants. Est-ce que tu peux peut-être expliquer la gestion par rapport à ces porte-greffes, ce que vous faites sur la ferme? Edouard disait que lui, de son côté, il y avait une taille annuelle qui était déléguée. Quid du coup de votre côté? Ouais, alors, je vais encore ajouter un point sur ce porte-greffe nanifiant. Donc nous, les arbres ont été plantés donc en 2017 sur toile tissée, puisque c'est vrai que c'est aussi des arbres qui supportent mal la concurrence. Donc ils ont été plantés sur toile tissée. Et c'est des arbres, on peut souvent entendre qu'il y a besoin de les irriguer. Alors nous, ils ne sont pas irrigués, mais on est en Normandie, on est sur une terre argileuse, et ça fait la différence. Ça, c'est ce qui fait que voilà, on n'a pas besoin d'irriguer les arbres et ça se passe bien. Concernant la taille, donc jusqu'à présent, Guillaume les a taillés. Alors, la première taille de ces arbres nanifiants, il l'a faite au bout de 3 ou 4 ans, il me semble. Tout simplement parce que avant, il savait pas tailler. Donc, c'est vrai qu'on dit, bah, on fait du légume, donc il faut apprendre à faire le légume. On fait de l'arbre, il faut apprendre à faire de l'arbre, à le tailler, tout ça. Et pour autant, au début, bah, même si on ne sait pas tailler l'arbre, sur les porte-greffes nanifiants, eh ben, on peut laisser l'arbre s'épanouir un petit peu tout seul. Et puis, au bout de 3 4 ans, eh ben, voilà, venir faire une taille. Donc, et la taille sur des porte-greffes nanifiants, c'est pas des énormes tailles, quoi. Si on arrive à passer tous les ans, je crois que maintenant, Guillaume, avec les compétences qu'il a sur 30 mètres de pommier, donc nous, par exemple, ils ont été plantés tous les 1,50 m, il doit passer 2 heures sur 30 mètres, quoi. Donc, c'est pas une tâche qui est longue, mais pourtant, c'est une tâche quand même qui est à faire au moins une fois par an. Après, je sais plus ta question, si je rebondis. C'était sur les opérations de gestion, vu que vous êtes sur des bastiges avec Edouard Voilà, et sur il y deux a ça. tiges. Il y a ça. Après, donc, ils ont été plantés sur toile tissée. Et donc, bah, tous les ans, faut nettoyer la toile tissée, puisque ça a tendance à s'enherber. Et si on désherbe pas la toile tissée, bon, bah, on finit par la perdre. Et c'est pas le but non plus, quoi. Donc, on veut pas laisser non plus du plastique. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'on a à faire. Et c'est vrai que nous, on fait pas du tout d'éclaircissage. C'est vrai que bah, sur une année à fruits comme ça, où il y avait beaucoup de fruits, peut-être que on aurait pu passer une fois très vite. Ça aurait pu quand même amener un gain ou avoir des plus gros calibres en pommes. Et c'est vrai que cette année, sur certains arbres, on avait quand même beaucoup de petites pommes. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à travailler dans les prochaines années. Ouais. Merci pour Et vos réponses. je rebondis sur ce que vient de dire Valentin. L'éclaircissage, nous, typiquement, c'est un point qu'on doit améliorer parce qu'on ne le fait pas. Et en fait, on se rend bien compte qu'on a énormément de pertes, donc de chutes. Donc déjà, c'est des variétés qui chutent parce que variétés anciennes, donc rustiques, hein. Nous, ils n'ont jamais reçu de cuivre ni de soufre depuis qu'ils sont plantés depuis 14 ans. Donc ils sont taillés, pareil, depuis la 3e année de plantation. Donc 2012, on va dire à partir de 2015. Par contre, on sait très bien que variété ancienne, gros système racinaire, ils démarrent, on dit le terme, ils débourrent très très tard, nous, sur le plateau. Donc en fait, ils prennent pas les gelées. Les bouquets floraux sont énormes, hein. Il y a entre 3, 5 et 7 fleurs des fois par bouquet floral. Le problème, c'est que vu qu'ils ne prennent pas le gel et ainsi de suite, et qu'il y a beaucoup de pollinisateurs parce qu'il y a beaucoup de biodiversité végétale autour, chaque fleur est fécondée. Et après, on se retrouve avec des bouquets floraux trop gros. Donc des fois, en année de sécheresse, ça peut engendrer de la casse au niveau des branches. Et on peut perdre. Et c'est là où en fait on devrait éclaircir, mais éclaircir, et à chaque fois, c'est toujours les questions qui ressortent sur les vergers maraîchers, c'est en mai-juin. Voilà. Et en mai-juin, on est maraîcher avant tout. Et donc, venir éclaircir en mai-juin, en fait, on est déjà à donf, excusez-moi le terme, un peu familier, mais sur plein, plein d'autres trucs. Et donc, l'éclaircissage, on se dit, bah, on verra après. Mais typiquement, pour éviter la chute, pour éviter des pertes, pour avoir des plus gros fruits aussi, ce serait vraiment un des postes à ne pas négliger. Merci Edouard pour ce complément. Et du coup, c'est quoi le constat que vous faites au quotidien sur la ferme d'avoir un verger maraîcher, peut-être en termes de qualité de travail, d'amélioration de la fertilité des sols?
augmentation de la biodiversité. Enfin, qu'est-ce que vous avez pu remarquer à votre échelle en local? C'est vrai qu'il y a un aspect qu'on parle pas beaucoup, enfin j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est peut-être un aspect esthétique. C'est vrai que nous, donc le jardin est défini en blocs. Donc voilà, on a notre bloc 1, bloc 2, bloc 3. Et ben nous, c'est des arbres qui limitent les blocs. Et c'est vrai que visuellement, c'est quand même assez agréable d'être nous au jardin. C'est vrai que les arbres, c'est beau. Au printemps, quand ça fleurit, bah, c'est toujours, alors ça dure pas longtemps, mais c'est quand même un moment assez magique, quoi. Donc ça, il y a l'aspect visuel où vraiment ça rajoute quelque chose. Euh, et puis un autre point, c'est que bah, c'est aussi, j'ai l'impression, c'est de la résilience dans le système. Bah, une année où il y a beaucoup de fruits, bon bah voilà, faut être bon sur la valorisation. Euh, mais bah c'est un revenu en plus, c'est quelque chose, ça complète la gamme sur l'étal. Et ben avoir des fruits, c'est beau. Les gens ils viennent pour le légume et puis pour le fruit. Alors nous ils viennent aussi pour autre chose. On a des œufs aussi, des poules pondeuses. Mais voilà, ça rajoute tout ça. Yes. Qu'est-ce que tu dirais de ton côté, Edouard? Ah, moi, je suis totalement fan des arbres. Enfin, genre, les arbres, c'est juste impressionnant. Alors, nous, en gros, on est sur un grand plateau agricole céréalier. Voilà. Donc, en gros, il n'y a aucun arbre. Enfin, suite au remembrement et ainsi de suite. Donc, nous, en fait, on va dire les premiers arbres à 5-7 km à la ronde en vent plein ouest. Donc, déjà, alors, on a planté aussi des haies hein, autour. Mais donc, déjà, l'effet brise-vent, qui est énorme. Parce qu'en fait, l'effet brise-vent, le vent sèche le linge, le vent assèche le sol. Donc le vent, en fait, c'est vraiment, vraiment gênant. Donc là, en fait, on a un effet brisement. Donc en fait, ça limite la consommation en eau. Nous, depuis 14 ans, alors attention, on va installer un système d'irrigation, mais depuis 14 ans, on n'a pas de système d'irrigation en extérieur. On est, encore une fois, attention, j'aime pas les effets d'annonce, et des fois, je me suis fait des brisettes, je me suis pris des brisettes sur les réseaux, parce que ça fait des effets d'annonce, mais on produit pour 120 000 euros vraiment de légumes à l'année, sur à peu près 1 hectare 2, 1 hectare 5 en production. Et on n'a pas de système d'arrosage en extérieur. Parce qu'on a un contexte pédoclimatique. Et comme l'a très bien dit Valentin, on a aussi des précipitations, nous, annuelles. Ici, on reçoit entre 700 et 900 millimètres d'eau par an. Donc, c'est pas des légumes sans eau. Mais en tout cas, voilà. Euh, on griffe le sol en surface sur 10-15 centimètres, même pas 15, 10-15, allez. Mais on ne fait pas de labour, on n'utilise pas d'outils rotatifs. Enfin, voilà. Donc, l'effet brisement est incroyable. L'évapotranspiration. Les arbres crachent de l'eau dans l'air. Donc, en fait, ils jouent sur le climat. Ça rafraîchit l'air et tout, quoi. Ça, c'est énorme. Moi qui ai démarré en apprentissage à l'âge de 16 ans, 17 ans en pépinière, les conditions de travail, le confort, comme l'a très bien dit Valentin, quoi. Enfin, genre, sincèrement, le côté brisement quand tu es en plein milieu d'une plaine et que tu te prends le vent et que tu es obligé de te tourner au vent et quand tu te prends la flotte et les éléments, là, les arbres, en hiver, c'est tellement agréable et en été, les gens sont trop heureux de se retrouver comme tous les êtres vivants à l'ombre. Euh, les gens imaginent que l'ombre est un côté néfaste. Eh ben, sincèrement, avec les phases euh, solaires extrêmement violents qu'on peut avoir, donc les canicules, eh ben, sincèrement, alors il faut faire un choix variétal aussi au niveau des légumes, il faut s'adapter, mais en fait, elle est beaucoup plus bénéfique que néfaste entre l'effet brise-vent et l'effet ombrage. On est d'accord? Troisièmement, la matière organique, ça c'est Sophie qui en a parlé. Imaginez, alors moi j'ai encore jamais réussi à le faire, je veux le faire absolument, ou j'aimerais bien trouver un chercheur pour me le faire, c'est mesurer la quantité de biomasse, de matière sèche, de matière organique qui retombe au sol, nous, avec les feuilles, et même avec les fruits qu'on récolte pas. C'est exagéré, parce qu'en fait, nous, sur les systèmes maraîchage sur sol vivant, aujourd'hui, on est quand même complètement interdépendant d'une matière organique qui vient d'ailleurs. On ne cherche pas l'autonomie, on ne cherche pas l'autarcie, mais n'empêche qu'en attendant, l'agroforesterie, et c'est des copains en céréales aussi, qui me disent, parce qu'on a des potes en céréales dans le coin qui ont installé des arbres aussi, ils disent c'est énorme la quantité de matière organique que les arbres ramènent au niveau aérien, avec donc toutes ces feuilles qui tombent, mais aussi au niveau racinaire. Vous avez dû déjà l'entendre, mais en fait, les arbres perdent entre un tiers et deux tiers de leurs micro-racines
chaque hiver dans le sol. Les poils absorbants et les radicelles meurent. En fait, après, ça redonne de la vie aux champignons, qui après redonne de la vie aux bactéries, la minéralisation. Donc ça joue aussi sur la porosité, donc sur l'infiltration de l'eau. Ça stabilise les sols aussi. Bref, c'est quand même le combo gagnant. Mais à vous, encore une fois, d'installer les bonnes variétés par rapport à votre sol. Comme l'a très bien dit Valentin, moi j'ai des potes dans le Lot-et-Garonne qui ont installé des prunus, des abricotiers, des pêchers, des trucs mais magnifiques, quoi. Sauf que en gros, ça a souvent des systèmes racinaires de surface et en fait, ça a empiété sur les planches de culture. Et ils n'arrivent pas à cultiver des légumes si près des arbres que nous, on arrive à le faire chez nous. Donc encore une fois, ce qui marche chez les unes et chez les uns ne marchera pas forcément chez les autres. À vous d'observer et de comprendre votre lieu et de bien adapter votre truc. Ça marche? Et au niveau biodiversité, c'est génial. C'est génial. C'est franchement, la biodiversité végétale attire la biodiversité animale. Les plantes attirent les animaux. Donc là, c'est incroyable ce que ça va vous apporter comme biodiversité. Au niveau de tous les auxiliaires possibles et inimaginables. Par contre, encore une fois, on ne peut pas tout avoir. Ça va apporter toute la biodiversité. Donc ça va vous apporter aussi des choses que vous ne souhaiteriez peut-être pas. Mais en tout cas, au niveau oiseaux, au niveau prédation, papillons, ainsi de suite, en tout cas, sachez que on a beau avoir toute cette prédation, on a beau avoir aussi des nichoirs. Nous, on a 50 nichoirs pour 200 arbres, donc un nichoir tous les 4 arbres pour des insectivores. On met quand même des filets anti-insectes. Hein, on ne peut pas tout avoir et tout, quoi. Donc, biodiversité, matière organique, confort, qualité de travail, c'est indéniable. Par contre, n'oubliez pas l'ergonomie pour le passage des tracteurs. Nous, c'est un gros point que moi, j'avais omis à mon départ. En fait, moi, au départ, je voulais une taille en couronne. Voilà. Vous voyez, en couronne, on dit en gobelet, sur des hautes tiges, parce que j'avais appris à faire comme ça, en pépiniériste, en plantant des pré-vergers, avec donc des animaux en dessous. Sauf qu'en maraîchage, en fait, les branches, elles sont tellement parties larges, sur les côtés aussi, qu'en fait, elles nous ont gêné le passage du tracteur. Donc, en fait, en 2000, on est en 2026, en 2020, on a fait une grosse taille des charpentières sur les côtés qui partaient sur les légumes pour les entraîner, en fait, sur les planches de légumes. Donc, on a une sorte de pseudo-palissage. Les arbres ont accepté, hein. On est re-rentré en production. Ça fait un peu une déviation au niveau du food save. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut passer au tracteur partout pour pouvoir récolter, ainsi de suite, autant les légumes que les fruits. Ça marche? Encore une fois, pour de l'ergonomie et pour pouvoir durer. Et puis, au niveau esthétique, alors, premier point, il l'a très bien dit Valentin, Miyazaki, il a des pruniers en fleurs au Japon. Les pommiers en fleurs, c'est un truc de fou. Donc, je vous invite à sentir une fleur de pommier. Personne ne le fait, mais ça sent tellement bon. C'est incroyable, c'est hyper subtil hein, au niveau du parfum. Les arbres à fruits sont mellifères, puisqu'ils ont besoin des pollinisateurs, donc ça attire énormément d'auxiliaires. Et au niveau esthétique, nous, les gens, ils sont impressionnés à chaque fois parce qu'on les invite pendant les heures de vente à la ferme, parce qu'on fait de la vente à la ferme, parce qu'on peut accueillir les gens et parce qu'il y a des gens autour aussi. On les invite à se balader dans la ferme. Et c'est un peu, alors, autorisez-moi l'expression, un escape game, parce que les gens, en fait, comprennent pas, parce qu'en fait, on voit pas des grandes planches à perte de vue. Et comme le dit très bien Louise, qui a travaillé chez des maraîchers conventionnels, elle dit non, mais c'est tellement hyper agréable parce que c'est pas des grandes planches à perte de vue où à un moment ça peut te prendre un peu la tête parce que c'est à perte de vue et tout, quoi. Voilà. Et je Merci, m'arrête. Edouard. Merci pour tout ce développement. En tout cas, tu nous as emmenés dans ton imaginaire. On a pu visualiser un peu mieux ta ferme et ton verger maraîcher. Dernière question avant qu'on prenne les questions des personnes en ligne, les participants. Tu as déjà répondu en partie, Edouard, mais ça serait quoi du coup si c'était à refaire les erreurs que tu éviterais et à contrario les facteurs clés de succès pour lancer ce projet de diversification en verger maraîcher sur ta ferme? Je m'adresse à toi en premier, le temps qu'on retrouve Valentin qui a un petit souci de micro. Alors, ne pas négliger la taille, ok, pour l'ergonomie. Parce que vraiment, l'ergonomie, en fait, il y a un triptyque. C'est production, commercialisation, logistique. Et dans la logistique, le troisième point, il y a l'ergonomie. Donc, voilà.
Moi, si c'était à refaire, j'aurais voulu une ferme plus grande. Bon, c'était très compliqué, mais je veux dire, voilà, si on me donne l'opportunité, moi, j'aurais voulu plus de place. Du coup, j'aurais pu un peu plus les espacer. Parce que les données de la Groove disaient tous les 15 mètres. Et sans doute que je les aurais peut-être un peu plus écartés. Chez nous, en fait, au final, il n'y a pas d'effet néfaste sur la production des légumes, sur leur développement et ainsi de suite et tout, de par le griffage qu'on fait en surface. Il aurait pu être fait qui pourrait être fait à la grelinette, mais qui serait trop chronophage et énergivore et pas rentable. Mais pour de l'ergonomie, vraiment pour du confort encore plus, un peu plus d'espacement. Euh, donc ça, vraiment premier point. J'avais l'autre point en tête et malheureusement il m'est passé à côté. Euh, donc l'ergonomie, la taille, à vraiment pas oublier. Le choix variétal, à vraiment l'adapter à chez vous et à votre commercialisation. Et là, je vais insister parce qu'en fait, du coup, c'est des stagiaires et salariés qui sont passés par ici qui m'ont dit ça et j'ai trouvé ça tellement pertinent. C'est pour ça que on apprend de tout le monde. Ils m'ont dit, mais du coup, dans un verger maraîcher, est-ce que ce serait pas pertinent d'avoir des variétés très tardives pour qu'elles arrivent après les pics de production légumier? Tu voyais ce que je veux dire? Typiquement, les kiwis. Les kiwis, ils arrivent archi tard, en fait. Les kiwis, ils arrivent octobre-novembre, avant les gelées. En tout cas, nous, en Normandie, hein. Donc, en fait, tu as rentré tous tes légumes d'avant, tes racinaires, tes machins, nan, 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 et d'un seul coup, tu as ces légumes-là qui arrivent. Les kakis, alors là, les kakis, c'est carrément l'arbre de Noël. Donc, c'est même après. Encore faut-il pouvoir le commercialiser, le kaki. Parce que tout le monde ne mange pas du kaki. Ou alors des variétés tardives au niveau pomme, pour que pareil, ça arrive. Parce que nous, pareil, comme Valentin l'a très bien dit, nous, on a des pommes de mi-août. À nous, c'est à fin octobre. Alors, on n'en a pas beaucoup mi-août, mais en même temps, j'avoue que c'est cool au niveau de la commercialisation, parce qu'on est en vente directe, de pouvoir proposer des pommes très tôt. Par contre, souvent, les pommes précoces, par contre, sachez-le, ça se conserve. Donc, il faut vraiment les vendre vite. Mais voilà, avoir des variétés tardives, en tout cas dans votre organisation, ça peut être malin. Nous, on a fait de la co-implantation. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle comme ça aussi en viticulture, c'est-à-dire qu'on a tout mélangé pour jouer sur les maladies et ainsi de suite. Ça fonctionne. Par contre, ça ne facilite pas la récolte. Alors, on y arrive avec les années parce que bah, maintenant, on est riche de ces 14 ans d'expérience et 8 ans avec Louise, et du coup, chaque personne amène sa pierre à l'édifice, donc on y arrive vraiment bien. On aurait pu se faciliter la tâche en faisant des rondes précoces, même peut-être en mixant un peu les variétés précoces sur le rond, mais en tout cas en faisant des rangs précoces, des ronds moyens et des rangs tardifs, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, vous essayez de jouer vos rotations au niveau légumes et engrais verts par rapport à ça. Ce qui fait que limite, vous vous retrouvez avec des engrais verts sous variétés précoces, c'est beaucoup plus facile pour récolter. J'espère être assez clair pour ça. Merci, Edouard. Est-ce que, Valentin, tu as l'opportunité de pouvoir du coup répondre à cette question? Je ne sais pas si tu es revenu C'est... parmi nous. Ah, Ouais, super. tu m'entends. Ah, super. C'est ta question par rapport au recul, à tout ça? Ouais, c'est ça. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ou qu'est-ce que tu changerais à date sur le système de verger maraîcher que vous avez sur la ferme? Eh ben, je vais rebondir sur un point qu'a dit Édouard et moi, j'en ai pas parlé, mais la question de l'ergonomie. C'est vrai que sur les fermes, c'est tellement important, mais tellement important cette question et nous, c'est un peu on essaye d'y réfléchir quasiment au quotidien maintenant et puis, bah, de faire peut-être, des petits investissements, des choses pour effectivement se soulager. Moi, ça fait 3 ans que je suis maraîcher, mais je sais que il y a certaines choses que je fais, je vais pas pouvoir les faire encore 10 ans, quoi, ça, c'est sûr. Donc la question de l'ergonomie, Édouard, là, on a beaucoup parlé, mais elle est primordiale, quoi. Celle-ci, c'est important. Et puis ensuite, bah, sur les choix, faire attention effectivement, bah, voilà, les variétés, le porte-greffe, la commercialisation. Édouard a dit qu'ils avaient récolté 10 tonnes de pommes. Alors nous, c'était pas autant cette année, et on a trouvé un moyen, niveau commercialisation de d'écouler de la pomme, c'est qu'on en fait du jus. Donc, on a fait 2 jus, qui est, un jus, alors qui est poire-pomme, parce qu'on a même réussi à faire une dominante poire et on a aussi un jus qui est à base de pommes, betteraves, carottes et gingembre
avec une couleur qui est rose par la betterave et puis bon, bah, il y a cette dominante pomme et c'est vraiment un produit alors en plus qu'on arrive à valoriser très cher puisqu'on vend le litre à 6,90 € et pour autant ça part comme des petits pains. Donc parce que c'est un jus, si vous voulez, vous le trouvez nulle part ailleurs, quoi. Donc là, d'arriver à valoriser le fruit comme ça, bon, bah, c'est vrai que c'est un énorme plus et puis, bah, nous sur la ferme, on a un atelier de transfo. Donc c'est vrai qu'on arrive à faire, bah, des compotes, des confitures, des choses comme ça et alors on a toujours de la perte et puis encore plus comme une année comme celle-ci où je sais pas, on a dû laisser peut-être 2 tonnes de pommes dans les arbres parce que de toute façon on avait l'étable, qui était pleine de pommes et on pouvait pas plus en mettre et on va continuer d'en perdre même dans l'étable. Donc donc c'est vrai la valorisation sur des bonnes années, c'est important parce que si on a une bonne année et que derrière on valorise pas plus que ça, bah, on n'en profite pas et puis, bah, sur des variétés où il peut y avoir de l'alternance, bon, bah, c'est un peu perdu en quelque sorte. Merci, Valentin. Ce Et du que ouais, Vas-y, vas-y, j'ajouterais vas-y. juste un tout petit truc, mais parce que c'est en complément de Valentin. Et moi, c'est ce qu'on m'avait dit aussi à mon installation, et c'est des arboriculteurs et arboricultrices que j'étais allé voir. Il m'a dit, ne sous-estimez pas la production. Nous, on a un bâtiment de 240 mètres carrés pour la commercialisation, de labo de transfo, bureau, stockage, ainsi de suite. Il est trop petit pour stocker de la pomme et le faire en vente directe. En fait, il nous faudrait un autre bâtiment qu'on appelle vraiment un fruitier, avec limite des clarks sur dalle béton, presque chambre froide, pour pouvoir conserver ses fruits extrêmement longtemps. On s'en rend pas compte les premières années, parce que les fruits arrivent au compte-gouttes et tout, quoi. Mais là, c'est énorme, la quantité. Nous, en fait, c'est carrément nos voisins céréaliers à qui on demande de venir avec un plateau à bottes de paille pour nous emmener nos palox qui sont sanglés jusqu'au pressoir. C'est exagéré la quantité, quoi. Et en fait, aujourd'hui, si on voulait vraiment vendre de la pomme en direct pendant très longtemps, il nous faudrait absolument une chambre froide pour pouvoir contrôler la température et ainsi de suite, et les garder très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le choix aussi, nous, de passer ça en jus de pomme, et comme ça, on a 2 ans de stockage au niveau de la date dessus et de commercialisation. Très clair, merci Edouard. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à vos questions. Je vais les prendre par ordre d'arrivée et qui veut répondre en premier, hein, Valentin ou Edouard, peu importe. Donc cette question, elle est de Raphaël, mais je pense qu'elle est pour toi, Edouard. Quelle est la largeur du houppier et quel est l'ombrage sur les planches de légumes avec seulement 8 mètres d'interrang? Les arbres, ils font quelle taille maintenant? Alors, les branches, elles s'arquent sous le poids des fruits. Et d'ailleurs, quand on retaille chaque année, si on a des branches qui repartent en bas, les arbres aujourd'hui, parce qu'il y a Louise qui vient de rentrer, donc là je la regarde en même temps. Les arbres aujourd'hui, je pense ils sont greffés à au-dessus d'1,80 m. Il y a une greffe, il y a une variété racinaire, une greffe pour le tronc et une greffe pour la taille. Ils sont greffés au-dessus d'1,80 m. Aujourd'hui, je pense qu'on dépasse les 5 mètres. Et au final, les branches de 8 mètres de l'un à l'autre finissent quasiment presque à se toucher. Et Et voilà. Et redis-moi la question exacte, mais je Bah, pense la y avoir. largeur du houppier, tu l'as dit, puisqu'ils sont écartés de 8 mètres et les branches se touchent, Ouais, donc à minima 4 mètres d'un côté comme de l'autre. c'est ça. Et on a Et laissé. l'ombrage, On a laissé. Alors, du coup, nous, on les a mis. Alors, très bonne question. On n'en a pas parlé. L'orientation. Souvent, tout le monde dit qu'en fait, et pareil au niveau de la viticulture, parce que ce qui est très intéressant, il faut les mettre nord-sud pour que les fruits prennent le soleil le matin d'un côté, vu que le soleil vient de l'est, et ensuite prennent le soleil de l'autre côté, parce que comme ça, ils prennent le soleil de l'ouest. Pour avoir une maturité homogène sur les fruits. Nous, on les a pas mis nord-sud, on les a mis, moi je les ai mis est-ouest ici, par rapport aussi à un relief qu'il y a, et pour que, en gros, justement, l'air et la lumière puissent toujours toucher les légumes. C'est-à-dire que quand le soleil est au zénith en juin, on se retrouve toujours avec quand même de la lumière entre les rangs pour les légumes. Et en fait, au niveau de la maturité des fruits, et vu qu'on le passe en jus de pomme, on a un rapport là que nous fait le pressoir, taux d'acidité, taux de sucre. En fait, on est à 22,4 et le goût des Français est entre 20 et 25. Donc en fait, au final, ça va par rapport à du jus de pomme ou quoi que ce soit. Donc on s'en sort bien. Et l'ombre, vu que nos arbres sont est-ouest, et ben en fait, à partir du mois de juillet et août, on se retrouve avec une ombre circulaire
qui se déplace aux heures de la journée en fonction du soleil et de son altitude. Et du coup, on se retrouve avec nos légumes qui, en fait, ne subissent pas de stress hydrique ou de stress thermique ou de stress solaire si violent que ça. Est-ce que je suis assez clair? Apparemment, tu l'es, oui. Et l'autre question est de Léa et aussi pour toi. Édouard, combien ça te coûte d'avoir un tailleur professionnel pour le nombre d'arbres que tu as? Si tu peux Donc, donner une ordre d'idée. on a 200 arbres fruitiers haute tige, hein. Donc, il faut qu'ils grimpent dans les arbres et ainsi de suite et tout. Ils taillent, je regarde pareil Louise, comme ça au moins elle corrobore et tout. Ils taillent à peu près pendant 7 jours. Hein, c'est ça, non? Et ça nous coûte à peu près 1500 euros. Et alors, la chance fait qu'en fait, c'est un tailleur professionnel qui a aujourd'hui plus de 25 ans de métier. La chance et la malchance. Il va peut-être s'arrêter de tailler un jour. Tu vois. Non, mais ouais. Et il est hyper. En fait, en gros, pareil, pourquoi on a délégué? Alors, je viens de la pépinière, moi j'ai appris à tailler les arbres au niveau de la forme, mais pas au niveau forcément de la fructification, voyez-vous. Et en gros, il est plus compétent que nous. C'est-à-dire qu'il est plus rapide, il est plus efficace, il est mieux équipé. Il a des tailleurs à batterie, il a des trucs à batterie, et ainsi de suite et tout. Et en gros, son œil est beaucoup plus avisé que le nôtre et tout, quoi. Et en fait, moi, j'ai appris avec les années, à la base, je voulais toujours tout faire. Et j'apprends de mieux en mieux avec les années à déléguer. Parce qu'en fait, il faut s'entourer de gens très compétents. Je crois que c'est clair. Le message est passé. Et respectivement, c'est quoi, ça représente quoi comme chiffre d'affaires, le verger par rapport au chiffre d'affaires global apporté par les légumes? C'est quoi la part? Eh ben, vas-y, Valentin. Alors nous, le verger, donc maintenant, donc j'ai dit qu'il y a poire pomme et puis on avait diversifié avec des cerisiers. On a planté des abricotiers il y a 2 ans et qu'on donnait cette année. Ils ont poussé à une vitesse assez incroyable. Et le fruit, il me semble que hors transformation, on est sur un petit 10 000 euros pour l'instant. Et sachant qu'en légumes, on doit être à entre 150 et 160 000 euros pour l'instant. Et Donc, tu peux rappeler pour combien d'arbres? 10 000 euros? Combien de 10 000 bastiges? euros. Alors, en Bastige, on en a quoi? On a 15, 60. On a peut-être 300 arbres Bastige. Donc, mais je ne sais pas, il doit avoir cette année un 1500 euros de cerises. C'était une belle année en cerise. En abricot, je sais pas, peut-être un 500 euros cette année. Puis après, bah voilà, le reste, poire, pomme. Et si, on a quand même eu la première récolte cette année de prunes Mirabelle. Donc pareil, c'est pas des chiffres énormes, mais les deux concernés, on doit être sur un 500 euros cette année. Donc voilà D'accord, un petit donc peu la 10 répartition. 10 000 euros pour des arbres. Tu peux nous rappeler quel âge en bastige? Et ben en Bastille, ils ont été plantés en 2017, à En 8 l'hiver ans, 2017. ça marche. Vous avez tous les deux de la transfo. Est-ce que peut-être vous pouvez préciser si vous faites toute la transfo vous-même dans les labos que vous avez ou si vous externalisez des choses? Et si oui, quoi? Et Suspense. ben, Vas-y, Valentin, vas-y. et ben donc oui, nous, toutes les transfos compotes, confitures, alors on fait des sauces tomates. Donc tout ça, c'est tout fait à la ferme. Et pour les jus, et ben on a un pressoir à une grosse demi-heure de la ferme et donc on va presser le jus là-bas. Donc voilà, on paye une prestation, on paye à la bouteille et puis voilà, puis ça nous va bien, c'est très efficace. Nous, en plus, en général, on est sur le premier créneau de la matinée, comme ça, on est certifié bio. Et puis, on arrive à 7 heures, on commence à presser, puis à 11 heures, on est revenu à la ferme et on a fait nos 600-700 litres de jus et c'est très bien comme ça. On fait vivre les copains à côté, donc voilà pour la répartition de la transformation. Claire, merci. Et pour toi, Edouard? Eh ben, nous, je pense qu'on est ça doit apporter à peu près entre 15 et 20 000 euros, les 200 arbres fruitiers, bon, qu'on coûtait que 600 euros à la base, hein.
mais parce que c'était une opportunité, hein. À chaque fois que je le présente, les gens ils font bah ouais, c'est pas tout le monde qui a ça. Je fais non. Après, il fallait dire oui ou non. Mais voilà. Euh, on a un labo de transpo, mais en fait, on ne fait que des petites quantités. Parce que je vous rappelle qu'on a des rangs de petits fruits, de framboisier, de cassis ou de groseille. Quand c'est des très grosses quantités, par économie d'échelle, on envoie ça à un atelier de transpo en insertion qui s'appelle les petites touches par chez nous. Et en fait, ils sont plus rentables que nous sur les grosses quantités. Donc, en fait, on leur envoie nos confitures sur les grosses quantités. Et pour le jus de pomme, et ben, en fait, autrefois, on a un pressoir qui était très loin, qui était à au moins 3/4 d'heure de route, si c'est pas 1 heure. Et en fait, maintenant, on a un pressoir à côté de chez nous qui peut presser aussi en bio. En fait, ben, on lui délègue la presse. Voilà. Mais c'est là où aussi je suis entouré. Donc, nous, on a un tracteur, donc, comme je vous disais, un deuxième maintenant avec les pales, où on peut porter les palox et les mettre sur un plateau à paille, parce qu'on a un très bon relationnel avec ses voisins. Il faut bien s'entendre avec ses voisins. Même si nos voisins nous sont céréaliers conventionnels, eh ben, on les stigmatise pas. On essaie d'avoir un bon relationnel. Et du coup, comme ça, ils nous emmènent nos pommes aussi jusqu'au pressoir, par exemple. Et voilà. Et après, on récupère nos pommes en bouteille, pasteurisées, pressées, et voilà. Alors, je vois, il nous reste que 5 minutes. Donc, et il y a encore pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est peut-être de répondre de manière un peu plus synthétique en mode popcorn. Vas-y. Édouard, tu disais regretter l'écartement, si je m'abuse, c'est interrang plutôt que sur le rang, hein, pour le verger maraîcher. Tu avais mis un moment, un petit regret un Non, peu plus je tôt. regrette de ne pas avoir eu de place. Si j'avais eu plus de 2 hectares, c'était génial. Voilà. C'est D'accord. c'est surtout ça. Mais oui, mais en gros, peut-être un rang sur deux. Mais enfin, sur le rang 8 mètres, ça passe. Oui, oui, mais inter-rang, oui, on aurait peut-être plutôt laissé, oui. Voilà, un 15 mètres. Allez. Ça marche. Il y a une question de Bruno. Est-ce que l'éclaircissage peut se faire au moment de la floraison ou elle doit se faire à la nouaison ou finalement cela peut peut-être s'anticiper lors de la taille en fin d'hiver? Qu'est-ce que vous en recommanderiez? Et ben moi, je connais pas plus le sujet que ça. Donc, j'ai pas grand-chose à apporter sur cette question, mais je pense que c'est plus à la floraison qu'on pourrait éclaircir. Je pense que ce serait ça. Ça va dépendre des endroits, ça va dépendre des variétés. Mais une fois que tu as passé vraiment les gelées, et limite que ça a été pollinisé, c'est juste un peu après un peu après la floraison. Si tu vois que d'un seul coup les fruits sont finis et tout, c'est peut-être là où tu peux taper avec une gaule ou sur les variétés anciennes, en hauteur. Mais voilà. Allez, question suivante. Alors, par rapport à l'ergonomie justement, est-ce que vous regardez pour du petit matériel pour des usages spécifiques et toujours par rapport à l'ergonomie, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé à votre installation et qui est majeur dans le gain ergonomique? Des exemples peut-être en tête? J'ai fait 2 questions en une là. Ouais, moi j'en ai un qui me vient tout de suite, ça pourrait être de faire des allées encaissées. Sur les endroits où on passe tous les jours, il y a un moment donné, encaisser, des allées. Alors c'est pas bétonné non plus, mais il faut pouvoir passer, des brouettes, des chariots, peut-être une voiture, et puis, bah, pas s'embourber et en vrai les quelques mètres qu'on va encaisser, ça fait une maxi différence sur une carrière. Et pour toi, Édouard? Nous, on a des bacs de récolte. Comment ça s'appelle? C'est une marque hollandaise. On a des bacs de récolte maraîchers là, qu'on peut voir, là, qui sont très bien avec des sangles et tout, quoi. Ça se trouve chez Triangle et ainsi de suite. Les palox. Alors, il y a les échelles de récolte maraîchère. C'est des brouettes maraîchères en échelle. C'est une brouette que tu pousses et ça s'ouvre comme une échelle pour aller récolter en hauteur. Euh, ça peut être très bien. Euh, et puis, alors nous, on avait vraiment pris des caisses en bois, mais c'est archi vieux. Alors, c'est beau, c'est esthétique, mais c'est trop lourd. Donc, voilà. Pensée, ergonomie, durabilité, soulagement. Donc, horrible ce que je vais dire, mais vive le plastique, quoi. Super. Et alors là, pareil, je continue comme il nous reste 2 minutes. Par rapport au traitement sur les arbres, est-ce qu'il y a des variétés de pommiers qui ne se traitent pas? Même chose concernant les fruitiers. Et c'est quoi la pente pour vous qui est admissible au max pour implanter des arbres? Et on s'arrêtera là. Wow. Et ben nous, on a des variétés modernes. Pour le coup, en pomme, on n'est pas sur la variété ancienne comme Édouard. Et donc, le critère a été aussi la rusticité.
Et donc, c'est vrai que nous, on fait 0 traitement. Le fait d'être en vente directe aussi fait que même si les pommes sont un peu tachetées, et ben, on explique aux clients qu'il y a 0 traitement et puis les gens le comprennent et les gens, bah, à terme, ça fait plus trop de différence, quoi. Donc nous, il y a pas de souci. Après, pour l'aspect pente, je vais pas avoir de réponse. Nous, on est sur un terrain à plat et je sais pas. Bon, ce Eh qui, ben, vas-y. Oui, pardon. ouais, j'allais juste rebondir sur la pente. Ce qui se dit généralement, en tout cas, ce qu'on a pu entendre de notre côté Arbo, ça peut varier entre au-delà de 0 jusqu'à une dizaine de pourcents. Et après, il y a toujours le système des restants, mais là, c'est très particulier. Et l'ergonomie, tu vois, C'est pour ça. avoir fait les plonges dans des endroits vraiment escarpés, enfin, ça demandera beaucoup plus d'efforts, quoi. Donc, l'ergonomie, plus vous aurez de pente, on ne dit pas que ça marche pas, mais souvent il y a moins de sol aussi parce qu'il y a de l'érosion. Donc, vraiment le choix variétal et ainsi de suite et tout, quoi. Et puis, ben, la rusticité, il y a des variétés modernes, typiquement, pareil. Alors, je vais rebondir sur la viticulture, mais on a quelqu'un qui a planté un vignoble à côté de chez nous. Et ben, elle a fait un choix, voilà, pas sur des variétés anciennes, mais sur des variétés modernes, croisées, pour résister. Et donc, après, c'est à vous de faire ces choix-là, selon votre éthique, selon vos envies, et surtout, pour une durabilité, c'est l'économie. Comment vous les vendre? Si vous voulez vendre à des biocopes, si vous voulez vendre à des revendeurs, il vous faudra des fruits quasiment parfaits. Et comme l'a très bien dit Valentin, si c'est vous qui gérez la vente, eh ben, ce sera à vous d'être là le communicant, la communicante, et du coup d'expliquer le pourquoi du comment, des petites tâches et des petites imperfections sur vos fruits. Donc C'est un, voilà. c'est un bon mot de la fin. Donc, en fonction de la commercialisation, on ne fait pas les mêmes choix. Pour les gens qui voudraient en savoir plus, il y a justement une formation sur la création de vergers maraîchers avec Édouard et Valentin le 2 et 3 mars prochain. On vous met le lien, voilà, dans la conversation si ça vous intéresse. Et on vous remercie en tout cas pour votre participation. Et merci Édouard et Valentin pour vos interventions respectives sur le sujet. Voilà, Avec, très bonne fin de journée à vous. merci. Merci. Au revoir. Ciao.